Bonjour à toutes et à tous. On vous souhaite la bienvenue pour ce webinaire dédié aux médecins récemment installés en exercice libéral. Donc, ce temps d'échange a été pensé pour vous aider à mieux comprendre vos démarches, vos droits et puis surtout à adopter les bons réflexes dès le départ. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Laurence Ballot. Je suis coordinatrice de projet à l'URSSAF Alsace. Et puis, je vais avoir le plaisir de co-animer cette session aux côtés de mes collègues Pascal et Yann, ainsi que de Céline Baillet de la Caisse d'assurance maladie du Bas-Rhin. Je vais tout de suite les laisser se présenter à leur tour. Bonjour à tous, je suis Pascal Amoroso, responsable accueil à l'URSSAF Alsace. Bonjour à tous, donc je suis Yann Brasseur, manager de proximité au sein du centre de gestion PAM, donc des praticiens et des auxiliaires médicaux à l'URSSAF Lorraine. Alors Céline, vous n'avez pas remis votre micro, on ne vous entend pas. Désolée. Oui, Céline Baillet, je travaille au service installation des professionnels de santé, donc à la CPAM du Bas-Rhin. Alors, avant de plonger dans le vif du sujet, les traditionnels petits points pratiques. Tout d'abord, sachez que cette session est enregistrée. Donc, le replay sera disponible d'ici quelques jours sur les chaînes YouTube des URSSAF Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine. Et puis, le lien vers le support de présentation vous sera de toute façon transmis par mail dans quelques jours, donc à l'adresse que vous avez utilisée pour vous inscrire. Autre point important, donc n'hésitez pas à nous poser des questions. Vous avez le choix, soit vous utilisez l'onglet Conversation en haut de votre écran pour les poser à l'écrit. Donc, notre experte métier, que je remercie déjà pour sa présence dans le chat, y répondra directement. Soit vous pouvez utiliser la fonction lever la main si vous préférez poser votre question oralement. Pensez simplement à ne pas partager d'informations personnelles, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, pour des raisons assez évidentes de confidentialité sur votre dossier. Et puis, pour que vous repartiez avec toutes les réponses, on a également prévu un petit temps d'échange oral à la fin de la présentation, donc une vingtaine de minutes, pour répondre ensemble à vos questions en direct. Et enfin, pour le confort de tous, pensez à couper votre micro quand vous n'intervenez pas à l'oral. Merci beaucoup. Alors voilà le programme que nous vous avons préparé pour ce petit temps d'échange. Alors on va commencer par identifier vos interlocuteurs clés parce qu'en tant que médecin libéral, il est quand même important de savoir à quelle porte frapper selon la question que vous vous posez. Et puis nous en profiterons aussi pour faire un petit focus sur l'URSSAF et ses missions, histoire que vous nous connaissiez un petit peu mieux. On va poursuivre avec un sujet essentiel, le choix secteur 1 ou 2. Puis, on va poursuivre avec un point sur les régimes fiscaux applicables aux professionnels de santé, avant de voir ensemble comment est calculée l'assiette de vos cotisations sociales. On prendra aussi le temps d'évoquer deux dispositifs particuliers, le contrat d'engagement de service public et l'offre simplifiée dédiée aux médecins remplaçants. Une large partie sera ensuite consacrée au recouvrement. Donc, on va parler de l'exonération ACRE en début d'activité, du calcul de vos cotisations et puis aussi des modalités de déclaration de vos revenus et de paiement. Nous irons ensuite vers un volet tout aussi important, à votre protection sociale. Concrètement, ce que vous cotisez, ce à quoi vous avez droit et les dispositifs d'aide à la création d'activités. Et puis enfin, on va terminer par un zoom sur les démarches à effectuer si vous souhaitez embaucher du personnel au sein de votre cabinet. Et bien sûr, comme je vous le disais, on gardera un temps à la fin pour répondre à vos questions en direct. Donc, comme vous venez de le voir, le programme est plutôt dense. Mais avant de débuter, j'aimerais quand même vous proposer un petit sondage rapide au sujet du fameux RSPM, donc l'offre simplifiée destinée aux médecins remplaçants. L'idée, c'est simplement de savoir quelle proportion d'entre vous est directement concernée ou intéressée par ce dispositif. Donc, ça nous permettra d'adapter un petit peu notre discours et puis de mieux cibler nos explications. Donc, je vous invite dès à présent à répondre à ce petit sondage qui devrait pas tarder à apparaître sur votre écran.
Ça prendra juste quelques secondes. Hein. Merci pour vos retours. Donc, si jamais vous ne l'aviez pas, la fenêtre pop-up sur votre écran, n'hésitez pas à donner votre réponse dans l'onglet Conversation ou bien tout simplement à lever la main hein, pour répondre à l'oral. Je vais juste vérifier. Donc, pour l'instant, dans le sondage, on est à 50-50. Est-ce qu'il y a des réponses dans le fil de discussion? Non, mais en tout cas, il y a au moins il y a au moins 2 personnes qui sont intéressées, donc on évoquera quand même, peut-être assez rapidement, parce qu'il y a quand même une majorité de non, le dispositif du RSPM. OK. Alors voilà, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet hein, de ce qui va se passer pour vous une fois que vous êtes installé en libéral, on pensait important de vous aider à y voir plus clair sur qui fait quoi. Donc, en tant que professionnel de santé, hein, vous dépendez en réalité de plusieurs organismes pour la gestion de votre protection sociale et on sait qu'il n'est pas toujours simple au départ de savoir à qui s'adresser, qui s'occupe de votre santé, qui gère votre retraite, qui encaisse vos cotisations. Oui, l'URSSAF, bien évidemment, mais pas que, on va le voir. Alors, pour vous simplifier la vie, on vous propose un rapide tour d'horizon de vos interlocuteurs. L'idée, c'est que chacun puisse identifier la bonne porte d'entrée en cas de besoin et éviter les pertes de temps inutiles. Alors, donc, pour tout ce qui concerne votre santé, très logiquement, c'est la Caisse primaire d'assurance maladie, la CPAM, qui assure votre couverture maladie, mais aussi celle de vos ayants droit. Donc, vous avez accès à un espace personnel et à énormément d'informations utiles directement sur le site amélie.fr. Vous pouvez aussi télécharger de nombreux formulaires qui sont facilement accessibles grâce au moteur de recherche. Pour ce qui concerne votre retraite et votre prévoyance invalidité, c'est la CARMF, donc la Caisse autonome de retraite des médecins de France, qui est votre interlocuteur dédié. Et donc sur leur site, carmf.fr, vous pouvez consulter votre compte, suivre vos droits et poser vos questions. Et enfin, donc pour tout ce qui touche au calcul et au paiement de vos cotisations sociales hors retraite, donc c'est-à-dire l'assurance maladie, les allocations familiales, la CSG-CRDS ou encore la CURPS, votre interlocuteur, ce sera bien évidemment l'URSSAF. Et donc votre site de référence, ce sera ursaf.fr. Et donc justement, avant de plonger dans le concret du calcul et du paiement de vos cotisations, je vous propose de prendre encore un petit court instant pour faire un petit focus sur l'URSSAF, son rôle, ses missions et puis surtout comment elle peut vous accompagner au quotidien. Et quand on dit URSSAF, on pense tout de suite aux cotisations qu'elle prélève. Mais en vrai, est-ce que vous savez réellement à quoi servent ces cotisations sociales? Et plus largement, savez-vous à quoi sert l'URSSAF? Avant de vous présenter tout ça, je vous propose une petite mise en jambe façon Quiz Express. Et donc, je vais à nouveau lancer un petit sondage en vous posant la question, est-ce que vous savez ce que signifie l'acronyme URSSAF? Donc, vous avez 3 propositions. Est-ce que ça veut dire unité de remboursement de la sécurité sociale et des affaires familiales? Est-ce que ça veut dire union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales? Ou enfin, est-ce que l'URSSAF, c'est l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et autres fiscalités? Donc, comme pour le sondage RSPM, si ça n'apparaît pas, vous pouvez donner votre réponse directement dans l'onglet Conversation ou lever votre main virtuelle pour répondre à l'oral. Alors, dans le sondage, on est à une majorité de réponses B. Dans le fil de discussion également. Alors, est-ce que la voix de la majorité a raison? Eh bien oui, la bonne réponse, c'est bien la B. L'URSSAF, c'est l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Bravo. C'est pas si souvent que ça qu'on a une majorité de bonnes réponses, je tiens à le souligner.
Alors, qu'est-ce que l'URSSAF au juste? Bon, je me répète, hein, mais c'est vrai que quand on en parle, ce qui vient immédiatement en tête, c'est le recouvrement des cotisations sociales, et pour cause, on retrouve même le R de recouvrement dans l'acronyme URSSAF qu'on vient de décrypter ensemble. Et clairement, c'est un rôle que l'URSSAF remplit plutôt bien, même très bien, mais ce qu'on oublie souvent, voire qu'on ignore complètement, c'est que l'URSSAF ne fait pas que collecter les cotisations, elle redistribue. Elle le fait très vite, en moins de 5 heures après leur encaissement, les sommes collectées par l'URSSAF vont être reversées aux organismes prestataires. Donc on a bien évidemment l'assurance maladie, les caisses de retraite, la CAF, mais bien d'autres encore, puisqu'au total, ce sont bien plusieurs centaines d'organismes bénéficiaires qui vont recevoir quelques 600 milliards d'euros chaque année. Mais ce n'est pas tout. L'URSSAF, c'est aussi un acteur essentiel du modèle social français, puisqu'elle va jouer aussi un rôle d'arbitre, de garant de l'équité entre tous les acteurs économiques, que ce soit salariés, entreprises, indépendants, tout le monde est concerné. Concrètement, ça veut dire que l'URSSAF va vérifier et contrôler les déclarations, tout en laissant quand même une vraie place au droit à l'erreur, parce que l'idée, c'est pas de piéger les usagers, mais c'est bien de s'assurer que tout le monde va jouer selon les mêmes règles. Elle va aussi lutter activement contre la fraude, l'évasion sociale, le travail dissimulé, toujours dans ce même objectif d'équité. Et puis enfin, l'URSSAF accompagne. Avec ses 16 000 collaborateurs présents partout en France, elle est là tout au long de la vie de l'entreprise, que vous soyez indépendant ou employeur, avec des services qui vont être pensés pour simplifier vos démarches, adapter les solutions à chaque situation et puis essayer d'informer de façon claire et pédagogique, comme on le fait ensemble aujourd'hui. Bref, si on devait résumer en une image l'URSSAF, c'est un petit peu à la fois le porte-monnaie de la sécurité sociale et l'arbitre du jeu social et économique. Pour rendre tout ça un petit peu plus concret et surtout pouvoir concrètement à quoi servent vos cotisations sociales, je vous propose un troisième petit quiz avec l'exemple de Caroline. Alors, son cabinet médical a cotisé 46 800 € à l'URSSAF l'année dernière. À votre avis, avec ces cotisations, combien d'années de versement de l'AAH vont pouvoir être financées? Est-ce que c'est 2 ans, 3 ans ou 4 ans? Je lance juste le sondage en ligne. Et donc, comme tout à l'heure, soit vous répondez directement, soit dans le fil de discussion si vous préférez, ou encore à l'oral, vous avez l'habitude maintenant. Alors, dans le sondage, on est entre 2 et 3. Ah non, maintenant, c'est assez équilibré. C'est panaché. Ouais, c'est plutôt partagé avec quand même une majorité entre 3 et 4 ans. Eh bien, la bonne réponse, c'est, roulement de tambour, 4 ans. On va effectivement, avec un peu plus de 45 000 €, on va pouvoir financer 4 ans d'allocation adulte handicapé pour une année. Et maintenant, donc, que vous avez, j'espère, une meilleure vision de ce que vos cotisations financent et du rôle de l'URSSAF, on va entrer dans le vif du sujet en abordant un point clé pour tout médecin libéral, le choix entre secteur 1, secteur 2 et les implications de ce choix pour votre exercice. Donc Yann, je te donne la parole. Merci Laurence. Alors, il faut savoir déjà que des conventions sont signées entre l'assurance maladie et les organisations syndicales représentatives des médecins. Et ces conventions permettent notamment de régir les rapports entre les médecins et la CPAM. Donc le respect ou non des tarifs fixés par ces conventions détermineront votre secteur. La CPAM a la compétence exclusive et déterminera votre secteur lors de votre première installation. En qualité de médecin secteur 1, vous devrez respecter les tarifs conventionnels. Vous bénéficierez d'une prise en charge CPAM pour tout ou partie de vos cotisations maladie et allocations familiales. Et vous pourrez également prétendre à des avantages fiscaux.
Donc, si vous exercez au sein de certaines structures de soins, telles que les EHPAD, les ESPIC, les SIAD, l'HAD ou le CMPP par exemple, dans le cadre d'un contrat d'exercice libéral, vous pouvez bénéficier d'une prise en charge de vos cotisations par la CEPAM, à condition de réaliser au moins 15% de votre activité libérale hors structure de soins. En qualité de médecin secteur 2, vous pourrez donc appliquer des tarifs différents de ceux fixés par la convention. Vous verserez à l'URSSAF la totalité des cotisations maladie et allocations familiales. Et si vous avez souscrit à l'option de coordination des soins, la CEPAM vous remboursera une partie de vos cotisations. Et vous serez également soumis aux dispositions fiscales de droit commun. Alors, on va continuer maintenant avec l'envers du décor de vos cotisations sociales, parce que pour pouvoir prélever et surtout redistribuer ces cotisations, il faut bien une base de calcul. Et cette base, elle va dépendre directement de 2 éléments, votre régime fiscal et les revenus professionnels que vous déclarez. Donc, c'est ce qu'on va appeler l'assiette de vos cotisations sociales. Autrement dit, c'est bien à partir de ces informations que l'URSSAF peut déterminer ce que vous devez cotiser et donc ce qui sera ensuite redistribué donc pour financer les prestations sociales. Tout à fait, Laurence. Et donc, le premier régime à connaître est le régime spécial BNC, aussi nommé micro-BNC. Au titre de ce régime, si vous exercez à titre individuel et que votre chiffre d'affaires est inférieur à 77 700 € pour une année complète, vous avez la possibilité de choisir donc le micro-BNC. Il faut néanmoins préciser qu'il y a une proratisation du seuil de 77 700 € lors de la première année et cette proratisation est fonction du nombre de jours d'activité. Ainsi, si vous êtes affilié à compter du 1er mars 2025, il conviendra alors de prendre le seuil de 77 700 €, de le multiplier par le nombre de jours travaillés, soit 306 jours, puis de le diviser par le résultat par le nombre de jours travaillés dans l'année, soit 365. Ainsi, selon l'exemple, donc il ne faudra pas dépasser 65 140 € pour opter pour ce régime la première année, dans le cas d'une proratisation. A contrario du régime simplifié, vous pouvez également opter pour le régime réel. Si c'est le cas et que vous êtes soumis à l'impôt sur le revenu, vos cotisations seront calculées sur votre bénéfice. Vous obtiendrez alors votre bénéfice en déduisant de vos recettes, vos charges et vos cotisations sociales. On peut prendre maintenant l'exemple de Cédric. Cédric qui est médecin en entreprise individuelle. Il a dégagé donc un chiffre d'affaires de 140 000 € entre le 1er janvier et le 31 décembre. Sur ses charges et les autres frais annuels, ça s'élève à peu près 80 000 €. Et donc le bénéfice sur lequel seront calculées les cotisations de Cédric s'élève donc à 60 000 €. Donc on prend bien les 140 000 € de chiffre d'affaires moins les 80 000 € de charges. Et attention, il s'agit de la réglementation qui est en cours actuellement, mais dès le mois d'avril 2026, il y aura une réforme importante qui va entrer en vigueur et l'assiette sera désormais basée sur un revenu brut abattu de 26%. Ce sera plus simple et plus lisible pour vous. Maintenant, si l'entreprise prend en charge le paiement des cotisations du praticien ou de l'auxiliaire médical, les cotisations sont déductibles du chiffre d'affaires de l'entreprise, mais elles sont à ajouter dans la base d'imposition du praticien ou de l'auxiliaire médical. Du côté des dividendes, si vous versez également des dividendes et qu'elles excèdent 10% de votre capital social, elles seront également à réintégrer dans le revenu. Ainsi, des cotisations sociales vous seront réclamées sur ces dividendes et nous allons voir tout cela avec un exemple à nouveau. Et donc, c'est cette fois-ci Élise qui est médecin en société d'exercice libéral à responsabilité limitée, donc en CELARN. Donc la société d'Élise a dégagé un chiffre d'affaires de 150 000 € entre le 1er janvier et le 31 décembre. Et donc Élise se verse une rémunération mensuelle de 6 500 €, soit 78 000 € pour l'année.
Par ailleurs, elle a perçu des dividendes pour un montant de 10 000 euros pour lesquels elle devra cotiser sur une base d'assiette de 6 250 euros. Pour obtenir ces 6 250 euros, on comptabilise donc 10% du capital social, soit 37 500 euros, et on obtient donc les 3 750 euros qu'on déduit des 10 000. Et donc, au final, le bénéfice sur lequel sera calculé les cotisations de Élise, s'élève donc à 84 250 euros. Alors, lors du petit sondage introductif, donc vous avez fait part, même si c'était en minorité, d'un intérêt pour le RSPM. Donc, on va en faire la présentation, ainsi que du CESP, donc le contrat d'engagement au service public, et du contrat de début d'exercice. Alors, on va débuter donc avec le contrat d'engagement au service public qui s'adresse donc aux étudiants en médecine de 2e et 3e cycle. En contrepartie du versement d'une allocation mensuelle de 1 200 euros par mois pendant ses études, le signataire s'engage à exercer son activité de soins dans un ou plusieurs secteurs d'exercice situés dans une zone caractérisée par une offre médicale insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins. Ces zones sont définies par l'ARS, qui est donc l'Agence régionale de santé, ainsi qu'à l'issue de leurs études, donc pour une durée légale à celle pendant laquelle lui aurait perçu l'allocation. Donc cette durée ne peut pas être inférieure à 2 ans. Donc il y a une allocation donc, de 1 200 euros brut par mois, et pour en savoir plus, vous pouvez contacter directement votre UFR pour connaître les modalités. Sur le contrat du début d'exercice, donc si vous êtes médecin installé depuis moins d'1 an, remplaçant thésée depuis 1 an maximum, vous pouvez adhérer donc au contrat de début d'exercice avec l'ARS si vous exercez dans une zone où l'offre de soins est insuffisante ou dans la limite de 10 km au-delà de la zone sous-dotée. Le contrat est conclu pour une durée de 3 ans non renouvelable, et donc les conditions sont d'exercer donc au minimum 2,5 jours par semaine et également au sein d'une maison de santé pluridisciplinaire, une communauté professionnelle territoriale de santé, une équipe de soins primaires ou encore dans une équipe de soins spécialisée. Et donc l'aide financière correspond à une rémunération complémentaire jusqu'à 4 250 euros par mois la première année. Donc, il y a également donc l'offre simplifiée dédiée aux médecins remplaçants. Donc, c'est une offre qui est réservée aux médecins remplaçants effectuant exclusivement des remplacements. Donc, cette offre est dédiée aux étudiants en médecine, aux médecins conventionnés exerçant une activité en tant que remplaçant de façon exclusive. C'est également dédié aux médecins salariés, aux médecins retraités et aux médecins régulateurs. Donc l'atout ici, c'est la simplicité. Vous n'aurez qu'un seul interlocuteur pour vos cotisations sociales, ce sera l'URSSAF. Vous déclarez également la rétrocession d'honoraires uniquement si vous en percevez. Et enfin, dans la simplicité, donc vous payez également vos cotisations au fur et à mesure sur les honoraires déclarés, et il n'y a aucune régularisation qui n'est effectuée par la suite, excepté si vous modifiez le montant de vos honoraires. Donc il y a une déclaration et un paiement en ligne. Donc vous déclarez uniquement vos honoraires encaissés, vous payez en ligne vos cotisations mensuellement ou trimestriellement. La seule option possible pour les médecins remplaçants est pour la cotisation de risque invalidité décès. Donc en 2025, le médecin remplaçant lors de sa première déclaration pourra choisir entre ce forfait à 158 euros et un forfait à 631 euros qui permet de bénéficier de garanties plus importantes. Pour plus d'informations liées à la cotisation du risque invalidité décès et pour les aides et pour vous aider à faire votre choix, donc les médecins remplaçants peuvent consulter le site internet de la CARMF sur carmf.fr. Et donc, du côté de la CARMF, donc, le régime invalidité décès couvre 3 risques: l'incapacité temporaire, l'invalidité et le décès. Donc, la cotisation comporte 3 classes forfaitaires dont le montant est déterminé en fonction des revenus nets d'activité indépendante de l'avant-dernière année. Concernant le RSPM, donc, seule la première est possible. La première option est possible avec la spécificité donc, de la cotisation de 25% de la classe A. Et donc, si vous êtes médecin retraité, cette cotisation n'est pas due si vous avez bien coché la case retraité de votre statut.
Enfin, sur le volet de l'offre simplifiée, il y a également le dépassement de seuil de 19 000 €. Donc, si pendant 2 ans, vos rétrocessions d'honoraires sont supérieures à 19 000 € et au plus égales à 38 000 €, vous sortez automatiquement du dispositif le 31 décembre de l'année du second dépassement. Et si la rétrocession de vos honoraires est supérieure à 38 000 € dans l'année, vous en sortez automatiquement donc le 31 décembre de l'année concernée. Et vous basculerez ensuite vers le régime des praticiens des auxiliaires médicaux classiques. Voilà, et puis sur la slide, là, vous retrouvez toutes les modalités pour adhérer en tant que médecin remplaçant. Donc, tout se fait en ligne. Exactement. Alors, passons maintenant à ce qui se passe concrètement quand vous démarrez votre activité. À quoi faut-il s'attendre les premiers mois? Comment sont calculées vos premières cotisations? Mais aussi, est-ce qu'il existe un petit coup de pouce pour ne pas être trop chargé financièrement au départ? Donc, on va voir ça avec Pascal. Oui, Laurence, la réponse est oui. Pour la première année d'activité, il y a une exonération. C'est une exonération ACRE. Elle court sur 1 an de date à date. Et pour pouvoir en bénéficier, donc tout le monde va en bénéficier au démarrage. S'il n'a pas déjà été en activité et repris la même activité dans une période d'1 an, et s'il n'en a pas déjà bénéficié dans les 3 dernières années. Pour que le maintien de cette exonération ait lieu lorsqu'on connaîtra le revenu définitif, il faut que le revenu de cette première année d'activité soit inférieur à 35 325. Là, c'est une exonération totale. Et si le revenu est compris entre 35 325 et 47 100, c'est une exonération partielle. Et l'exonération tombera complètement si le montant du revenu définitif de la première année d'activité est supérieur à 47 100 €. Si vous n'êtes pas dans ce premier cas, vous devez payer le complément de cotisation 2026 et on reviendra dessus une fois qu'on connaîtra le revenu définitif de 2025. Voilà. Et effectivement, si votre activité démarre à cheval sur les 2 années, au moment où on connaîtra le revenu, cette exonération tombera également sur cette cotisation provisionnelle deuxième année, ou sera maintenue selon le cas en fonction du revenu de la première année. L'ACRE, c'est une exonération qui n'est pas totale. Vous voyez sous vos yeux, il y a un petit tableau. Les cotisations qui sont exonérées, comme l'assurance maladie, l'invalidité décès, la retraite de base, les allocations familiales. Et il y a les cotisations qui ne le sont pas, comme la retraite complémentaire, la CSG-CRDS et la cotisation formation, la formation professionnelle, pardon. Donc, l'exonération vous permet d'alléger vos cotisations sur la première année. Et justement, voyons maintenant comment sont calculées les cotisations sociales. Les cotisations sociales sont calculées, comme vous l'a dit Yann tout à l'heure, en fonction du revenu d'activité. Mais lorsque vous démarrez, nous n'avons aucune connaissance du revenu que vous allez effectuer par la suite. Donc, il y a une base forfaitaire première année qui est prise pour l'ensemble des personnes qui démarrent leur activité. Pour cette année, ce revenu est de 8 949 €. À savoir que vous pouvez moduler ce montant, l'estimer à la hausse ou à la baisse en fonction de la situation de chacun d'entre vous. Si vous ne faites rien, les cotisations seront calculées sur cette base et seront revues quand vous nous déclarerez le revenu 2025 en 2026. Voyons maintenant des chiffres un peu plus concrets. Vous avez sous les yeux 2 tableaux. Les cotisations de début d'activité, donc sur ces 8 949 €, lorsque vous êtes exonéré et lorsque vous ne l'êtes pas. Vous voyez que
il y a des cotisations qui le sont, hein, celles que je vous ai énumérées tout à l'heure, hein, exonérées, et celles qui ne le sont pas. Donc, celles qui sont maintenues, la formation à hauteur de 118 € et les cotisations CSG, CRDS et la cotisation retraite complémentaire. Donc, vous voyez que le montant total des cotisations sur cette base de 8 949 € et de 2 996 € pour l'année. Et la seconde année, quand il n'y a plus l'exonération ACRE et sur toujours les mêmes montants, on arrive à une cotisation de 5 512 € à l'année. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Personne n'a de questions? Vous pouvez vous lever la main et m'interrompre hein, s'il y a une question à tout moment. Même chose pour le secteur 2. Hein. Cette fois-ci, il n'y a pas d'exonération de la cotisation maladie dans les secteurs 2 et vous voyez que la différence de cotisation est moindre, hein, 6 927 € pour une exonération ACRE et 8 511 € pour sans exonération ACRE la seconde année d'activité. Alors maintenant qu'on a décrypté vos cotisations en début d'activité, on va entrer dans le concret avec ce qui vous attend en rythme dit de croisière. Donc je vais laisser dans quelques secondes Pascal vous présenter les cotisations risque par risque. Hein, donc d'abord la maladie maternité, les allocations familiales, puis la CSG-CRDS, la contribution aux unions régionales des professionnels de santé et enfin la contribution à la formation professionnelle. Et parce que comprendre les cotisations, c'est pas seulement connaître leur nom et leur taux. Nous irons voir aussi ensemble quelques points pratiques indispensables au quotidien. Donc, comment déclarer vos revenus, l'existence de cotisations minimales, les simulateurs qui sont à votre disposition pour anticiper ces montants, vos différentes modalités de paiement, les services en ligne qui peuvent vraiment vous simplifier la vie, et puis pour finir, quelques petites précisions sur le statut de votre conjoint, si celui-ci ou celle-ci participe à votre activité, car là aussi, il y a des règles spécifiques à connaître. Oui. Je vais commencer par répondre à la question qui a été posée dans le fil de discussion concernant l'ACRE. En fait, votre exonération ACRE, si vous avez démarré le 1er octobre, ira jusqu'au 30 septembre 2025. Mais à savoir que quand vous nous avez déclaré votre revenu 2024, suivant la hauteur de ce revenu qui sera réannualisé, par exemple, si vous avez fait 3 000 €, je prends des montants très très simples, ou sur les 3 mois, on va rediviser ce 3 000 € par le nombre de jours. Je simplifie en disant par 3, donc 1 000 € par mois, et on va le réannualiser, ce qui fera un revenu de 12 000 € à l'année. Donc, si vous aviez un revenu de 12 000 € à l'année, l'exonération serait maintenue sur 2025. Par contre, si le revenu est supérieur, après ce calcul de réannualisation, est supérieur à 47 100 €, l'exonération n'est plus maintenue. Ou s'il est dans la fourchette là, des 38 et 35 et les 47 000, l'exonération serait partielle. Donc, ça dépend Donc, dans les faits, vous y avez droit jusqu'au 30 septembre. Et lorsque vous nous déclarez le revenu définitif de 2025, celle-ci sera maintenue ou pas selon le cas du revenu définitif, mais on peut supprimer l'exonération en fonction du revenu fait sur les quelques mois de 2024. Est-ce que c'est clair pour vous ou est-ce que vous souhaitez d'autres explications encore ? Vous pouvez prendre la parole si vous préférez plutôt qu'à l'écrit. C'est clair, parfait. Donc, continuons sur les cotisations. Il y a effectivement, vous le voyez sur vos avis d'appel, un certain nombre de cotisations. On va commencer par la cotisation maladie-maternité et celle-ci a des taux différents selon la hauteur de votre revenu. Le taux est de 0
si le revenu est inférieur à 18 840. S'il est compris entre 18 840 et 51 810, ce montant, le montant du taux est compris entre 0 et 6,5 et dès lors que votre revenu annuel dépasse 51 810, il est définitif ce taux et il est de 6,5%. Et vous aurez une prise en charge selon que vous êtes du secteur 1 ou du secteur 2 de la caisse primaire d'assurance maladie. Donc, si vous êtes en secteur 1, il peut y avoir un taux progressif de prise en charge qui va encore une fois de 0 à 6,4%. Et pour ceux qui sont du secteur 2, par contre, il n'y a pas de prise en charge et il y a même un taux additionnel qui va s'ajouter de 3,25%. Pour rendre les choses un peu plus concrètes, nous avons pris un exemple de Cédric, qui est médecin en entreprise individuelle de secteur 1, qui a un revenu de 60 000 € à l'année. Sur ces 60 000, il y a 50 000 € de revenus qui sont conventionnés et nets de dépassement d'honoraires et 10 000 € qui sont non conventionnés et où il y a du dépassement d'honoraires. Donc, on va opérer deux calculs de façon différente. Sur les 50 000 €, il y a un taux de cotisation de 6,5%, donc ce qui représente 3 250 €, et il y a une participation de la caisse primaire à hauteur de 6,4%. Donc 3 200 € seront pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie. Donc le reste à charge de cotisation maladie pour Cédric sera de 50 €. Par contre, pour les 10 000 €, le calcul est complètement différent. Il y a toujours ce taux de cotisation de 6,5, aucune prise en charge de la caisse d'assurance maladie. Donc, 10 000 € fois 6,5, ça fait 650 €. Et se rajoute une cotisation additionnelle puisque ce ne sont pas des revenus conventionnés à hauteur de 3,25%, ce qui représente 325 €. Donc, sur ces 10 000 €, Cédric aura 975 € de cotisation. Donc, sur l'intégralité de son revenu, les 50 000 plus les 10 000, on aura nos 50 € plus les 975. Donc, Cédric aura 1 025 € de cotisation maladie. Oui. Quelle est la question? Oui, le revenu, c'est le bénéfice net avant cotisation, oui, tout à fait. Et je vous dis, c'est encore pour cette année, comme Yann l'a dit tout à l'heure, où on prend le chiffre d'affaires moins les charges du cabinet, moins les cotisations sociales, et c'est ce qui détermine le bénéfice. Et se rajoute à ça les dividendes et les éventuelles lois Madelin encore cette année. L'an prochain, effectivement, il y aura toujours cette histoire de revenus nets. Et après, il y aura un abattement de 26%. Donc là, pour le moment, on est effectivement avec déduction des cotisations déjà opérées. C'est bon pour vous, Gaëlle? Parfait. Donc, je vous ai expliqué les cotisations maladie-maternité du secteur 2 avec cette cotisation additionnelle, avec l'exemple de Cédric sur les 10 000 €. Donc, le taux est toujours progressif selon la hauteur du revenu qui n'est pas conventionné. Et en plus de ce 6,5%, il y a une cotisation maladie additionnelle de 3,25%. On en vient à la cotisation allocation familiale pour les secteurs 1. La cotisation reste nulle et le taux est de 0 dès lors que vos revenus sont inférieurs à 51 810 €. Lorsqu'ils sont compris entre 51 810 € et 69 940, on a un taux progressif qui va de 0 à 3,10 et dès lors qu'il est supérieur au dernier montant, le taux de cotisation est fixe et il est de 3,10%. Et effectivement, il y a des prises en charge de la
caisse d'assurance maladie, 100% des cotisations pour les revenus inférieurs aux 140% du plafond de sécurité sociale, donc 65 940. Il y a une prise en charge à hauteur de 75% des cotisations si le revenu est compris entre les 65 940 et les 117 750 et 60% pour les cotisations qui sont comprises entre ce montant et 117 750 euros. Dès lors qu'elles sont supérieures à 117 750 euros. Pour les secteurs 2, par contre, il n'y a aucune prise en charge des cotisations par la caisse primaire, donc c'est l'intégralité des cotisations avec les taux que je vous ai indiqués. Pas de cotisation en dessous de 51 800, entre 51 810 et 65 940, un taux progressif de 0 à 3,10% et 3,10% dès lors que le revenu dépasse 65 940. La cotisation CSG, CRDS, là, c'est un peu plus simple. C'est le revenu fois ce taux de cotisation. Et encore pour la cotisation provisionnelle de cette année, mais à partir de la cotisation définitive de l'an prochain, ça sera sur le revenu d'activité moins ces 26%. Il n'y a plus d'histoire de réintégration du montant cotisé à l'URSSAF et à la CARM, sans la CSG CRDS qui s'ajouterait au revenu. Le calcul va devenir vraiment très simple pour la CSG CRDS, c'est 9,70% de la base des cotisations sociales. La CURPS, c'est une cotisation forfaitaire. Elle est calculée sur le plafond de sécurité sociale et elle représente 0,5% du revenu d'activité dans la limite de 236 euros de cotisation annuelle. Donc, elle est limitée, cette cotisation. La cotisation à la formation, la CFP, qui vous permet d'avoir des droits à formation auprès de l'organisme. L'URSSAF n'est que collecteur de la cotisation et elle représente 0,25% du plafond annuel de sécurité sociale de 47 100. Donc là, elle est fixe à 118 euros par année et 160 euros si vous avez un conjoint collaborateur. Or, l'offre simplifiée des médecins remplaçants, dont Yann vous a parlé tout à l'heure, le RSPM, vous aurez à faire une déclaration annuelle de vos revenus. Je vais juste laisser Laurence nous reparler de... J'ai vu que je prenais la main à Yann, ce qui m'est déjà arrivé une fois. Je ne vais pas recommencer. Tu étais lancée. Dans les aléas du direct, je partais dans ma foulée. Excusez-moi. Excuse-moi, Yann. Il n'y a aucun problème, Pascal. Voilà, donc effectivement, comme tu le disais, Pascal, tout à l'heure, on en a déjà parlé, mais c'est vraiment une étape clé pour tous. Et donc, Yann va nous expliquer très concrètement comment ça se passe au niveau de la déclaration de revenus quand on exerce en tant que médecin libéral. Et tout à fait. Alors, on revient donc avec la déclaration de revenus. Donc, il faut savoir qu'elle est à réaliser pour l'année suivante, c'est-à-dire qu'en 2025, les personnes sont ont déjà déclaré en théorie les revenus de l'année 2024. Et donc, ils sont à déclarer. Donc, les revenus que vous allez percevoir en 2025, vous devrez les déclarer entre avril et juin de l'année 2026 via le site www.impôts.gouv.fr. Donc après prise en compte des éléments par le centre des impôts, il y aura une transmission de cette information vers l'URSSAF et vers la CARMF également. Donc Pascal vous l'a indiqué précédemment, mais votre déclaration de revenus va avoir 3 impacts au niveau de l'URSSAF. On va calculer définitivement votre cotisation de l'année 2025 lorsque vous irez donc déclarer vos revenus 2025. Ensuite, on va réajuster votre cotisation pour l'année 2026 sur la base de ce revenu 2025. Et enfin, on vous indiquera le montant des premières échéances prévisionnelles
pour l'année 2027. Donc pour 2025, on vous a demandé un acompte et selon que votre revenu sera supérieur ou inférieur à la base forfaitaire de la première année, donc les 8 949 euros, on vous proposera, soit on vous fera un remboursement, soit vous aurez un complément à régler en termes de cotisation. Concernant donc votre déclaration de revenus, voici quelques éléments à retenir. Donc elle est à réaliser même si le revenu est déficitaire ou s'il est de 0 euros. Il y a effectivement des cotisations minimales que je vous présenterai ensuite. Donc la case liée aux revenus de remplacement dans la déclaration de revenus correspond aux indemnités journalières versées par la CEPAM et non à un revenu perçu en qualité de remplaçant. Les revenus perçus en qualité de remplaçant sont à déclarer de la même manière que des revenus classiques, c'est-à-dire dans un BNC, dans un micro-BNC selon votre régime fiscal. Le remplissage de vos recettes, de vos honoraires et de vos dépassements d'honoraires sont obligatoires car ils nous permettent de déterminer que la totalité de vos revenus correspondent à votre activité de médecin et de calculer la prise en charge de vos cotisations par l'assurance maladie. Toutefois, il est important de savoir que certains éléments de votre déclaration sont d'ailleurs pré-remplis en fonction des éléments communiqués par votre CEPAM, et c'est le cas donc notamment des honoraires et des dépassements d'honoraires. Et si vous êtes remplaçant, en revanche, vous devrez fournir ces éléments dans la déclaration de revenus, puisque la rétrocession d'honoraires n'est pas gérée par la CEPAM. Enfin, une fois votre déclaration de revenus effectuée, vous recevrez votre notification 3 en 1 qu'il vous faudra vérifier. En cas d'erreur, vous pourrez revenir vers nous afin de procéder à une modification. En l'absence de déclaration, l'URSSAF et votre organisme de retraite effectueront un calcul de vos cotisations sur une base fixée forfaitairement. Dans ce cas, vous ne bénéficieriez d'aucune prise en charge de vos cotisations ni d'exonération. Sachez également qu'il est toujours possible de moduler vos revenus, y compris dès la première année, qu'ils soient à la hausse comme à la baisse, c'est-à-dire pour éviter donc un gros rattrapage ou une grosse régularisation l'année suivante, vous avez donc la possibilité d'estimer vos revenus sur l'année en cours. Et pour cela, vous pouvez le faire par simple demande, un petit courriel sur notre site en disant que vous estimez vos revenus à 20 000, 10 000, 50 000, voire à 0 euros parce que vous avez investi beaucoup dans votre matériel sur la première année et que le bénéfice de l'entreprise sera 0 la première année. Et on se chargera d'adapter vos cotisations afin que vos cotisations soient cohérentes avec votre situation actuelle et cela que vous soyez donc en régime de croisière ou en début d'activité. Enfin, et c'est principalement le cas pour les médecins secteur 2, il faut malgré tout savoir qu'un estimé peut fausser vos cotisations parce que lorsqu'on va saisir un estimé, notre logiciel considérera avec une prise en charge maximale de vos cotisations maladie et allocations familiales. Sauf que dans le cas d'un secteur 2, il s'agit d'honoraires non conventionnés et donc on n'applique pas de prise en charge CEPAM en théorie sur vos cotisations. Notre outil ne permet pas encore de choisir une option là-dessus. Donc, autant que vous soyez averti dès le départ parce que ça peut fausser donc votre situation. Sur les cotisations minimales, donc si sur une année vous avez un revenu de 0 euros, vous aurez quand même à payer un forfait social minimum. Donc ce forfait social est d'environ 750 euros et il englobe donc la cotisation minimale retraite de 540 euros qui vous donne 3 trimestres en retraite. Des indemnités journalières à hauteur de 57 euros qui vous donneront droit à une vingtaine d'euros par jour d'indemnités journalières en cas d'arrêt maladie. Et la cotisation formation qui, elle, est de 118 euros. Donc, dans le cadre de faibles revenus, vous pouvez obtenir des réductions ou des dispenses auprès de cotisations, auprès de la CINF notamment. Et je vous invite à vous adresser directement à eux. Du côté de l'URSSAF, on aura bien donc le minimum à régler, c'est les indemnités journalières et la formation professionnelle. Sur la simulation, donc sachez également qu'en plus de très nombreuses informations, vous trouverez sur le site www.ursaf.fr un simulateur de cotisation. Donc celui-ci peut vous être utile en cas de baisse ou de hausse de vos revenus, afin de vous aider à estimer le montant de vos cotisations qui seront réellement dues.
Donc c'est très simple, il suffit d'indiquer donc le chiffre d'affaires, le montant des charges des contributions sociales et on pourra calculer votre revenu net. Et le simulateur vous calculera également les cotisations liées à ce revenu. Donc c'est un point sur lequel je reviens parce qu'il est important de comprendre qu'il faut toujours adapter ces cotisations aux revenus de l'année en cours. En tout cas, lorsque vous le pouvez et si vous avez une grosse variation de revenus. Cela vous permet d'éviter donc de payer des cotisations qui ne sont pas réellement dues et qu'on vous remboursera, ou alors d'éviter une trop grosse régularisation de l'année suivante et qui pourra venir fragiliser vos finances. Donc, nous avons vu que vos cotisations sont en pourcentage de votre revenu. Donc, si ce qu'on vous réclame ne correspond pas à votre revenu d'activité actuel, il faut que vous pensiez à adapter vos cotisations en nous faisant la demande sur ursaf.fr. Et voilà pour le simulateur. Merci beaucoup, Yann, pour toutes ces précisions. Alors maintenant qu'on sait ce qu'on doit, il reste une question toute simple mais essentielle. Comment est-ce qu'on va payer? Alors Pascal, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les modalités de paiement des cotisations sociales pour un professionnel de santé en libéral? Nous avons effectivement laissé 90 jours, hein, c'est la loi qui le prévoit, à tous nos médecins pour payer leur première cotisation. À savoir que si vous ne faites rien, il y a 4 échéances trimestrielles dans l'année qui sont le 5 février, 5 mai, 5 août et 5 novembre. Et selon la date de démarrage, on vous laissera effectivement les 90 jours. Donc, si vous démarrez en tout début d'année, la première échéance sera le 5 août et la seconde le 5 novembre. Donc, la cotisation sur la base forfaitaire dont je vous ai parlé tout à l'heure sera réclamée en 2 fois et elle sera proratisée au nombre de jours d'activité. La deuxième possibilité que nous vous conseillons très vivement est d'opter dès le démarrage pour le paiement des cotisations mensuelles avec le prélèvement automatique de ces cotisations et vous avez le choix de payer soit le 5, soit le 22 chaque mois, ce qui permet d'étaler sur 12 échéances sur l'année ou si on est en début d'activité, d'avoir 6-7 échéances si on a démarré en début d'année et qu'on vous laisse passer ces 90 jours pour payer vos premières cotisations. Il suffit d'aller sur le site et d'opter pour le prélèvement, de rentrer vos coordonnées bancaires et de choisir entre les 2 dates possibles, donc soit le 5, soit le 20. Vous aurez d'autres possibilités d'informations sur votre espace, là où vous aurez opté pour le prélèvement. Donc, effectivement, de payer vos cotisations mensuellement ou trimestriellement, d'adhérer à ce prélèvement automatique, de consulter votre compte, de faire des estimations de revenus, de demander des délais de paiement ou des demandes de remise de majoration de retard si vous deviez avoir quelques jours de retard pour le paiement de cotisation ou voire demander une attestation ou échanger avec nous. Ce qu'il est aussi important de savoir, c'est que si votre conjoint intervient dans votre entreprise, hein, que ce soit pour vous aider à faire la comptabilité, le ménage du cabinet ou des tâches, du moment qu'elles sont des tâches régulières, hein, même si c'est une fois par mois pour faire votre compta, il est important que votre conjoint ait une situation, il ne peut pas être bénévole, ce conjoint. Donc, il a 3 possibilités, soit être associé, soit être conjoint collaborateur ou être salarié. S'il devait opter pour le statut de conjoint collaborateur, sachez qu'il a à faire un choix, hein. Il y a plusieurs taux de cotisation possibles auprès de la CARMF. Par contre, s'il est salarié, effectivement, on le verra un peu plus tard, il faudra que vous salariez comme tout autre salarié de votre cabinet. Mais il ne peut pas être bénévole. Alors concernant votre protection sociale, hein, on l'a vu tout à l'heure,
Selon que vous ayez une question sur votre santé, je coupe juste le micro de Pascal, voilà. Alors, selon que vous ayez donc une question sur votre santé, votre retraite ou vos cotisations, hein, vos interlocuteurs ne seront donc pas les mêmes. Et pour y voir plus clair, donc je vais maintenant laisser la parole à Céline Baillet, hein, qui va vous présenter les grandes lignes de la protection sociale des médecins en libéral. Donc, juste petite précision avant de laisser la parole à Céline. Donc, elle travaille à la caisse d'assurance maladie du Bas-Rhin. Donc, elle va pouvoir vous partager des contacts utiles pour ce département, voire même pour l'ensemble du Grand Est. Mais même si vous exercez dans une autre région, hein, parce que notre audience aujourd'hui, elle est beaucoup plus élargie, pas d'inquiétude, vos caisses locales ont les mêmes missions et proposent des dispositifs donc similaires et vous pourrez donc retrouver un accompagnement équivalent près de chez vous. Voilà. Céline, c'est à vous. Oui. Alors, donc effectivement, en tant que professionnel de santé libéral, médecin libéral, donc vous allez être affilié donc à l'assurance maladie, au régime obligatoire des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés. Donc, c'est le régime PAMC. Donc, ce régime donc, est équivalent à un régime général. Donc, vous serez, donc, pour vos soins courants, pris en charge donc, à hauteur de 15 à 70%. Pour l'hospitalisation, donc, vous aurez une prise en charge donc, de 80%. Donc, reste à charge 20% et le forfait journalier. Donc, ces informations, elles sont effectivement disponibles sur amélie.fr. Si vous avez notamment des questions sur vos droits ou remboursements, donc vous pourrez aller effectivement dans la rubrique régime PAMC, donc vous retrouverez toutes les informations. Donc ça, c'est pour la prise en charge de vos frais médicaux ou frais d'hospitalisation. Vous avez également aussi dans ce régime d'affiliation donc une prise en charge des indemnités journalières en cas de maladie, congé maternité, adoption ou congé paternité. Donc ça, c'est également inclus dans ce régime de protection sociale. Donc, sur la slide suivante, donc on va effectivement aborder donc les indemnités journalières. Donc, en cas d'arrêt maladie, donc il faut savoir effectivement que l'assurance maladie va vous verser des indemnités journalières. Donc, après 12 mois d'affiliation, donc il y a effectivement une carence d'1 an durant laquelle l'assurance maladie ne vous versera aucune indemnité. Au bout d'1 an, donc l'assurance maladie va intervenir donc en cas d'arrêt à partir du 4e jour, puisqu'il y a une carence de 3 jours. Si l'arrêt doit être de plus de 90 jours, hein, donc il ne pourra pas être indemnisé plus de 90 jours par l'assurance maladie, à ce moment-là, c'est la CARMF qui prendra le relais. À côté de ça, effectivement, il peut y avoir un cumul de plusieurs arrêts, hein, et donc vous pourrez être indemnisé donc, sur 3 ans jusqu'à 360 jours d'indemnisation. Au niveau du montant, le montant va être de l'indemnité journalière, donc le montant va être calculé donc, selon votre revenu moyen d'activité. Donc, on prend en compte les 3 dernières années complètes si on les a. Si effectivement vous avez débuté, donc ça fait moins de 3 ans, à ce moment-là, on prend en compte vos revenus jusqu'à l'arrêt de travail. Et donc, ça va être rapporté donc, à 365 jours. En ce qui concerne, il y a également aussi une prise en charge donc, qui pourrait être faite en cas de temps partiel thérapeutique. Donc, à savoir effectivement que donc, vous êtes affilié au régime PAMC. Alors, le régime PAMC donc, concerne les médecins remplaçants, les médecins secteur 1 et également secteur 2. Par contre, les médecins en secteur 2 ont également la possibilité, d'opter entre le régime PAMC et le régime TI. Et l'incidence, effectivement, donc, entre le régime PAMC et le régime TI, donc, va se faire au niveau de la durée du temps partiel thérapeutique. On a une durée de 90 jours de prise en charge pour le régime PAMC et 270 jours pour le régime TI. Donc, comme effectivement l'assurance maladie n'intervient pas intégralement, hein, donc vous avez la possibilité donc, de souscrire, il est même très conseillé de souscrire un contrat de prévoyance, hein, donc pour intervenir notamment la première année, mais également ensuite pour compléter, puisque l'indemnité de l'assurance maladie, donc c'est, on dit un 730e de vos revenus, donc c'est environ 50%. Hein, donc le contrat de prévoyance permet à ce moment-là de cumuler. Donc vous avez également aussi dans ce régime d'affiliation donc une prise en charge donc une indemnisation qui est prévue dans le cadre d'une naissance.
Donc, vous avez un congé, donc dans le cadre d'un congé maternité, vous avez une allocation forfaitaire de repos maternel qui va vous être versée. Donc, aujourd'hui, elle est fixée à peu près à 3 900 €. Alors, c'est un montant qui est révisé chaque année. Donc, ça, c'est l'allocation fixée en 2025. Vous avez également donc un congé pathologique d'une durée de 30 jours, qui peut être fractionné en 2 périodes de 15 jours. Vous avez également donc le congé maternité, donc 16 semaines pour un premier enfant. Donc, l'indemnité, l'allocation forfaitaire aujourd'hui est d'environ 3 900 €. L'indemnité journalière durant le congé pathologique, congé maternité, aujourd'hui s'élève environ à 64-65 € par jour. C'est versé tous les jours calendaires, donc y compris samedi, dimanche et jours fériés. Donc, pour pouvoir percevoir ces indemnisations, l'assurance maladie vous demandera de vous arrêter minimum donc 8 semaines. Donc, ça, c'est le minimum obligatoire d'interruption d'activité pour percevoir ces indemnisations. Donc, vous avez également donc la paternité, donc un congé paternité qui est prévu. Donc, cette fois, on est sur une période de 25 jours calendaires. Donc, avec l'obligation de prendre ces 25 jours dans les 6 mois qui suivent la naissance et 7 jours à partir du jour de la naissance. Donc, l'indemnisation, elle est également forfaitaire. Donc, on est à 64 €, 65 € donc, par jour. Et donc, au niveau de l'adoption, donc, effectivement, on retrouve les mêmes montants. Donc, il faut savoir qu'au niveau de cette prise en charge, donc, elle se fait donc, à partir de 6 mois d'affiliation. Donc là, cette fois, donc, on a 6 mois de carence donc, pour pouvoir en bénéficier. À savoir également que alors ça concerne les médecins remplaçants et installés. Donc ça, c'est l'indemnisation de l'assurance maladie. Mais donc, va s'ajouter pour les médecins libéraux installés une aide supplémentaire. Donc là, on retrouve également donc, les informations sur Amélie. Donc, c'est une aide conventionnelle. Donc, c'est une aide qui s'élève donc, dans le cadre de la maternité à 3 100 € par mois durant 3 mois. Donc, ça, c'est pour les femmes. Et pour dans le cadre de la paternité, donc, on a également donc, un montant supplémentaire qui va s'ajouter d'environ 2 200 €. Donc, comme dit, ces informations-là ne sont pas détaillées, mais elles s'ajoutent pour les médecins installés du fait, effectivement, des frais de cabinet supplémentaires donc, qui vont s'ajouter. Donc, ça, c'est donc une aide conventionnelle. Au niveau de vos assurances, donc vous avez, donc on l'a vu, la prévoyance qui va pouvoir vous couvrir donc en cas d'arrêt maladie pour avoir le maintien de salaire. Vous avez également aussi la possibilité de souscrire à une assurance individuelle volontaire accident du travail maladie professionnelle, ce qu'on appelle l'AVAT ou l'assurance ATMP. Donc, cette assurance vous êtes proposée par des assureurs privés, mais également par l'assurance maladie. Donc, il est possible d'y adhérer donc auprès de l'assurance maladie. Donc, cette assurance va intervenir donc, en cas d'accident de travail, qu'il ait lieu au cabinet ou au domicile du patient si vous êtes en visite, mais également donc, lors de vos déplacements, ce qu'on appelle les déplacements domicile-cabinet ou visite. Ça vous couvre également durant les agressions, si vous subissez une agression. Ça intervient également dans le cadre d'une maladie professionnelle qui serait déclarée donc liée à votre activité professionnelle. Donc, cette assurance va intervenir donc, de plusieurs manières. Donc, déjà, elle va prendre en charge les frais médicaux et les frais d'hospitalisation à 100% dans le cadre du tiers payant jusqu'à guérison. Et donc, s'il ne devait pas y avoir guérison, donc là, à ce moment-là, on va parler de taux d'incapacité. Donc, en cas de taux d'incapacité inférieur à 10%, donc vous aurez un capital qui sera versé en une fois. En cas de taux d'incapacité supérieur à 10%, à ce moment-là, donc vous pourrez percevoir une rente mensuelle qui va permettre de compléter vos revenus, puisque si vous avez effectivement cette incapacité, vous ne pouvez plus exercer votre activité normalement à 100%, donc ça va vous permettre également d'avoir un complément de revenus. Voilà, il y a également aussi les frais funéraires qui sont pris en charge et une rente qui peut aller aussi aux ayants droit. Voilà, donc dans ce tableau, vous retrouvez un
peu donc donc tout ce qui a été abordé donc en matière de santé, hein, que ce soit donc les frais médicaux, frais d'hospitalisation, maternité, accident du travail, également retraite. Donc là, vous avez les liens qui vous permettront d'avoir les informations sur les différents sites. Alors, merci beaucoup, hein, Céline, pour ces explications très très claires sur la protection sociale. On va maintenant passer à un sujet qui peut particulièrement intéresser celles et ceux qui se lancent, les aides dont peuvent bénéficier les médecins lors de leur installation en libéral. Donc effectivement, il existe différents coups de pouce, mais encore faut-il les connaître. Alors, je crois qu'il y a juste un petit couac au niveau du support. Oui. On se répète, hein. Oui, c'est Alors, désolé, hein, c'est les joies du direct. J'espère juste qu'il y aura la suite. Hop. Voilà, on y est. Ouf. Désolée. Ouais. Alors, dans votre projet d'installation, effectivement, vous allez pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'aides de la part de l'assurance maladie. Donc, alors là, vous avez donc la cartographie actuelle, ce qu'on appelle le zonage, hein, donc une cartographie des communes. Donc sur le Grand Est, où vous allez retrouver donc certaines zones. Donc, alors on ne voit pas effectivement là, c'est pas suffisamment clair, mais donc vous avez des zones ZIP, des zones d'intervention prioritaire, des zones ZAC, d'action prioritaire. Donc, ce sont des zones, hein, où vous pouvez effectivement donc bénéficier donc d'aide à l'installation notamment. Donc, qui pourront être de la compétence soit de l'assurance maladie ou de l'ARS. Voilà, donc ça, c'est un focus effectivement plus sur la cartographie du Bas-Rhin. Donc, on retrouve, hein, effectivement ces zones ZIP, ces zones ZAC, Orvivier ou Edfir. Donc, voilà, donc, si vous avez sur le site Carte Santé de l'ARS, notamment, vous allez retrouver la classification de ces communes et vous pourrez voir notamment si elles sont classifiées donc avec les aides possibles. Donc, il existe des outils, hein, donc pour vous accompagner, pour vous aider dans votre choix d'installation ou potentiellement de déménagement de cabinet. Donc, avec l'outil Rézone, hein, donc ça, c'est un outil de l'assurance maladie qui est proposé, hein, pour toutes les régions. Donc, vous allez pouvoir, avec cet outil, faire une recherche par commune ou par ce qu'on appelle les territoires de vie de santé. Donc là, on est plus sur un bassin. Donc, vous allez à ce moment-là, donc pour chaque commune ou pour chaque territoire, donc retrouver une démographie professionnelle. Donc là, vous aurez effectivement déjà les généralistes en place, les spécialistes, les infirmiers, kinés, et notamment pour ce qui est des généralistes, vous aurez aussi l'âge du médecin, donc plus de 60 ou plus de 65 ans, qui potentiellement donc pourrait céder sa patientèle. Vous retrouvez également une démographie des patients avec l'âge, les ALD, les patients en ALD ou bénéficiaires de la C2S. Également une information sur les activités, le nombre moyen d'actes cliniques ou techniques des professionnels de santé sur place. Et également, vous retrouvez aussi donc l'éligibilité au contrat assurance maladie ou ARS. Donc, alors pour le Bas-Rhin, effectivement, pour avoir ces informations, donc là, vous avez l'adresse du service installation 67 assurance-maladie.fr, mais vous pouvez effectivement, pour les autres régions, contacter le service RPS. Au niveau des facs de médecine, la faculté de médecine, hein, vous allez, donc alors que ce soit sur Strasbourg, Reims ou Nancy, donc vous allez aussi retrouver un interlocuteur direct. Donc via le dispositif Je m'installe. Donc là, c'est une personne que vous allez pouvoir contacter et donc pour tout projet d'installation. Donc pour discuter avec elle, effectivement mettre en place ce projet. Donc là, vous avez les coordonnées de Madame Bogo, donc qui intervient pour le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, mais effectivement, c'est en place également sur d'autres régions. Donc, au niveau des aides à l'installation, hein, donc on l'a vu effectivement, donc il y a différentes zones éligibles
des aides. Donc certaines aides sont conventionnelles et donc seront de la compétence de l'assurance maladie. D'autres aides sont de la compétence de l'ARS. Ces informations, elles sont également disponibles sur le site Grand Test PAPS. Donc c'est le portail d'accompagnement des professionnels de santé. Donc là, vous allez pouvoir effectivement, selon votre région, donc retrouver le détail effectivement des aides qui sont mises en place, notamment qui peut en bénéficier, les conditions pour en bénéficier, le montant qui est alloué, la durée d'engagement et effectivement la personne, le service à contacter pour plus d'informations. Donc ça, c'est sur le grand test PAPS. Voilà, donc ça, c'est effectivement l'interface. Donc, vous sélectionnez votre profession. Vous avez effectivement aussi la possibilité de sélectionner les aides individuelles, mais aussi les démarches. Vous avez aussi un autre accompagnement qui est possible donc, dans différents cas de figure, donc installation, changement de situation. Alors, au niveau de votre rémunération, donc vous avez différents types de rémunération donc de la part de l'assurance maladie. Donc vous avez dans un premier temps ce qu'on appelle la rémunération à l'acte. Donc ce sont tous les actes inscrits à la nomenclature, ce qu'on appelle la NGAP, la nomenclature générale des actes professionnels. Donc ce sont tous les actes que vous allez pouvoir réaliser qui sont remboursables par l'assurance maladie. Pour les actes plus techniques, on a donc la CCAM et on a également la télémédecine. On a également une rémunération forfaitaire qui pourra s'ajouter dans certains cas de figure, notamment alors plus spécifiquement pour les médecins généralistes ou dès lors où un patient donc vous choisit en tant que médecin traitant. Donc là également, vous avez une rémunération annuelle complémentaire qui va pouvoir s'ajouter. Vous avez une majoration aussi qui peut être ajoutée, donc personnes âgées, donc c'est ce qu'on appelle la MOP, majoration personnes âgées, donc de plus de 80 ans, dont vous n'êtes pas le médecin traitant. Et donc là, vous pourrez aussi ajouter cette majoration. Pour les médecins installés, donc on a également la ROSP que vous allez pouvoir percevoir chaque année, donc la rémunération sur objectif de santé publique. Donc ça concerne certaines, alors pas toutes les spécialités, donc les médecins généralistes et quelques autres spécialités. Donc ça, c'est comme dit, des indicateurs qui vont vous être fixés. Donc chaque indicateur va vous permettre, dès lors où il est atteint, de cumuler un certain nombre de points, qui a une valeur donc à chaque fois de 7 €. Donc ça va vous permettre d'avoir une prime supplémentaire annuellement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la ROSP médicale. Et puis on a également aussi le forfait structure. Donc cette fois, c'est une aide financière donc, qui est destinée à l'informatisation du cabinet. Donc là, vous avez pareil des indicateurs qui vont vous permettre de cumuler des points et donc avoir une prime complémentaire chaque année, donc liée à l'équipement du cabinet et également aussi à la prise en charge des patients, notamment par exemple comme les arrêts de travail dématérialisés, déclaration de grossesse dématérialisée. Donc ça, ce sont effectivement des indicateurs que vous retrouvez dans la ROSP. Donc, toutes ces informations sont également disponibles sur amélie.fr. Pour les médecins secteur 2, vous avez la possibilité donc de souscrire à l'OPTAM, donc l'option pratique tarifaire maîtrisée. Donc ce contrat vous sera présenté par nos délégués d'assurance maladie. Donc si vous souhaitez donc y adhérer, c'est un contrat annuel qui va se renouveler chaque année tacitement. Vous aurez la possibilité effectivement de le laisser se reconduire ou de le dénoncer si il ne devait pas vous convenir. Donc cet engagement donc va vous demander donc pour un certain nombre de patients d'appliquer donc les tarifs opposables, donc sans dépassement d'honoraires. Et pour un nombre de patients, un certain nombre de patients, donc d'appliquer cette fois des dépassements, mais maîtrisés. Donc ça, ce sont les délégués d'assurance maladie qui vous indiqueront le taux moyen de dépassement que vous pourrez pratiquer. À ce moment-là, donc vos patients seront mieux remboursés
Et vous, en contrepartie, donc vous pourrez bénéficier donc d'une rémunération supplémentaire. Donc ça, c'est uniquement pour les médecins donc, qui sont en secteur 2. Secteur 1, effectivement, qui avaient les titres et qui ont commencé à exercer avant 2013, ou les médecins secteur 1 qui ont un droit à dépassement permanent. Vous pourrez également, donc, alors vous aurez la possibilité d'embaucher un assistant médical. Donc cette embauche, en fait, elle est destinée à tous les médecins, hein, donc quel que soit le secteur conventionnel ou la spécialité d'exercice. Donc ça, c'est effectivement, donc cette embauche d'assistant médical, hein, va vous permettre de dégager du temps, donc du temps médical. Donc, puisqu'il aura des missions, donc vous pourrez lui confier des missions de nature administrative, de préparer également préparer la consultation donc, et le déroulement de la consultation, et d'organiser aussi la coordination avec d'autres médecins ou autres établissements. Donc ça, ce sont également nos délégués d'assurance maladie qui pourront vous renseigner sur les conditions. Vous avez également sur amélie.fr un simulateur qui est disponible. Donc, vous pourrez donc utiliser ce simulateur ou contacter vos délégués d'assurance maladie pour plus d'informations. Alors, par rapport à toutes ces rémunérations qu'on vient de voir, hein, donc effectivement, ce sont des éléments donc, chiffrés que vous allez donc tous déclarer donc, à l'URSSAF, hein, donc dans vos revenus. Notamment, vous avez donc la rémunération à l'acte, la rémunération forfaitaire, les aides à l'installation, les aides perçues donc, pour l'embauche d'un assistant médical, ou également les rémunérations complémentaires donc, que vous percevez donc, si vous avez souscrit un contrat Opta. Donc, tous ces revenus donc, doivent être déclarés à l'URSSAF. Au niveau de l'exercice coordonné, donc vous avez plusieurs possibilités d'exercice coordonné qui vous sont proposées. Donc, à savoir hein, effectivement que l'exercice coordonné donc, va permettre un meilleur accès aux soins donc pour les patients, mais aussi de meilleures conditions de travail pour les médecins. Donc, vous avez donc là les différents modes d'exercice coordonné qui vous sont proposés. Donc, vous avez la MSP, donc Maison de santé pluriprofessionnelle, le SP, l'équipe de soins primaires, la CPTS, donc la communauté professionnelle territoriale de santé. Donc là, vous avez effectivement les conditions, à savoir que la MSP, donc au minimum, vous devez avoir 2 médecins et un auxiliaire médical pour pouvoir effectivement créer une MSP. Donc ça doit se faire effectivement sur un lieu commun. Et vous avez des outils, hein, notamment logiciels métiers communs. Donc ça va vous permettre, donc, si vous souhaitez créer donc, une MSP, d'avoir en plus de votre rémunération à vous, donc une rémunération complémentaire de la part de l'assurance maladie. Au niveau de l'ESP, donc là, vous avez la condition uniquement un médecin, un auxiliaire médical. Ça, c'est le minimum requis. Alors, il n'y a pas de rémunération supplémentaire de l'assurance maladie. Par contre, vous aurez un financement de l'ARS donc à la création. Donc là, en fait, vous travaillez donc sur une patientèle commune. Puis, vous avez la CPTS. Donc là, c'est plus effectivement une organisation à l'échelle du territoire. Donc là, il y aura un contrat à signer, donc à enregistrer auprès de l'ARS. Donc là également, vous aurez une rémunération conventionnelle supplémentaire qui pourra s'ajouter. Donc là, vous avez l'adresse en bas, donc pour tout renseignement complémentaire. Hein, donc vous avez l'adresse mail donc pour avoir les informations complémentaires donc sur le Bas-Rhin. Je me permets, Céline, parce qu'on a une question dans le fil de discussion, donc je pense que c'était pour Je m'installe, où il y avait aussi des coordonnées locaux. Très concrètement, comment on peut faire si on habite dans une autre région pour savoir quelle est l'adresse mail à cibler? Alors, sur le site, le Grand Est PAPS, donc, vous retrouvez les coordonnées donc, des Je m'installe. Donc, en fait, c'est à la faculté de médecine. Donc,
En fait, vous avez effectivement une personne à la faculté de Strasbourg, mais également de Reims et de Nancy. Donc, les coordonnées sont sur le site Grand Est PAPS. Et plus largement, hein, puisqu'en fait, on a aussi potentiellement, hein, je ne sais pas d'où vient la personne qui a posé la question dans le fil de discussion, mais on a plus largement aussi des professionnels de santé qui peuvent venir de régions du sud-est notamment. Est-ce que sur le site de l'ARS aussi, on retrouvera Nice, là, voilà, oui, justement. Mais alors, le portail d'accompagnement des professionnels de santé est également aussi disponible sur d'autres régions. Donc sur l'ARS de votre région, en fait, c'est ça. Sur le site de l'ARS. Le portail d'accompagnement des professionnels de santé, le PAPS. Il est disponible aussi sur d'autres régions, donc pas uniquement le Grand Est. Hein, donc, j'imagine effectivement que pour une autre région, on retrouvera aussi les coordonnées de Je m'installe. D'accord, sur le PAPS. OK. Oui. J'espère qu'on a répondu à votre question. Oui. Et je pense que tout simplement, en allant au bureau des élèves ou à l'administration de votre faculté, puisqu'ils sont implantés dans chacune des facultés, donc en allant dans la partie administrative de la faculté, vous pouvez demander les coordonnées de la personne en charge de cela. Je pense en allant à la fac, c'est le plus simple. Mais sinon, effectivement, prendre contact avec le service RPS aussi du département où vous êtes installé. Merci beaucoup, Céline. Désolée pour cette interruption. On continue. Là, c'est la dernière slide hein, qui va concerner, on va dire, la notion de CISA. On l'a vu effectivement dans certaines structures dans le cadre de l'exercice coordonné. Donc, il y a une rémunération complémentaire qui peut être versée par l'assurance maladie. Elle ne peut pas être versée directement hein, donc aux professionnels de santé. Donc là, il y a lieu effectivement de créer donc une CISA, donc cette structure juridique, donc une société interprofessionnelle de soins ambulatoires. Donc cette CISA va permettre en fait de percevoir donc cette rémunération complémentaire qui pourra être utilisée hein, effectivement dans les frais de fonctionnement, par exemple de la MSP par rapport peut-être le logiciel commun, le secrétariat, mais en tout cas donc cette rémunération complémentaire pourra être utilisée par la MSP, mais donc devra arriver sur ce compte de la CISA et donc pas directement sur le compte du professionnel de santé. Voilà. Voilà, et donc là, on retrouve effectivement, alors le 3608, hein, donc c'est la plateforme téléphonique qui est dédiée aux professionnels de santé, donc numéro national, hein, donc tout le monde peut utiliser. Pour les médecins installés, donc via leur compte Amélie Pro, donc il y a possibilité donc d'échanger par mail. Hein. Il y a une messagerie sécurisée de santé intégrée, donc qui va permettre de poser vos questions. Et à ce moment-là, le service concerné va revenir vers vous pour vous apporter une réponse très rapidement sous 48 heures. Et sinon, effectivement, il y a les différents mails qui ont été donc indiqués tout au long du diaporama. Alors effectivement plus un petit peu pour le Bas-Rhin, mais en tout cas n'hésitez pas sinon à contacter votre service RPS, hein, donc la relation des professionnels de santé de votre département pour avoir les différentes coordonnées selon vos questions. Merci beaucoup, Céline. Alors, au moment de la création de votre cabinet ou simplement parce que votre patientèle s'étoffe, vous pouvez être amené à franchir une nouvelle étape, donc celle de l'embauche d'un collaborateur et devenir employeur, ça ne s'improvise pas. Il y a quelques démarches incontournables à connaître pour que tout se passe sereinement tout en respectant les règles. Donc, je vais de nouveau laisser la parole à Pascal, donc qui va vous détailler ces différentes étapes et vous donner les clés pour bien démarrer dans votre rôle d'employeur. Oui, donc vous pouvez être amené à embaucher du personnel, hein, que ce soit pour remplir vos agendas ou pour faire le ménage du cabinet. Vous avez deux possibilités et ces possibilités, l'une va le faire de façon automatique et l'autre
c'est votre comptable ou vous qui serez amené à la faire. La première étape, c'est faire ce qu'on appelle la déclaration préalable d'embauche, une DPAE. Il faut nous informer que vous allez embaucher une personne et à partir de quelle date. Et ensuite, il faudra faire ce que l'on appelle une déclaration sociale nominative, la DSN. Elle se fait sur notre entreprise, soit effectivement par l'intermédiaire d'un comptable, parce qu'il faut un logiciel de paie. Et ça, généralement, c'est les comptables ou les éditeurs qui peuvent être amenés à vous aider sur cette démarche-là, où vous avez également un service gratuit de l'URSSAF qui s'appelle le titre emploi-service, le TASE, et il y a deux étapes, effectivement. La déclaration préalable d'embauche, quand vous faites les premières démarches sur ce thèse, qui est un service gratuit de l'URSSAF. Et ensuite, vous aurez, une fois que vous aurez rentré toutes les coordonnées de votre salarié, le contrat de travail et ainsi de suite, vous n'aurez plus que tous les mois indiqué le nombre d'heures et le tarif horaire. Et vous pourrez éditer une fiche de salaire, un bulletin de paie, une fiche de salaire pour votre employé. Donc, à vous de faire un choix entre le comptable et ce service gratuit. Mais effectivement, dans les deux cas, il y a la déclaration préalable d'embauche à faire et la fiche de salaire tous les mois pour vos employés. Pour le thèse, on vous a mis là sous vos yeux un numéro de téléphone, c'est le 0806 803 873 et à vous de faire les démarches selon la situation. Alors, on arrive maintenant à la dernière partie de notre présentation, le moment pour vous de prendre la parole et poser les questions que vous pourriez encore avoir. Mais juste avant, je vous embête une dernière fois avec un petit sondage express en vous demandant sur 5 étoiles, comment est-ce que vous avez trouvé cette présentation? Donc 5 étoiles, si vous l'avez trouvée utile, claire, dynamique, que sais-je. 3, si vous avez encore quelques zones un peu floues, ou 1 étoile, si vraiment il faut qu'on revoie notre copie. Donc n'hésitez pas à voter directement dans le sondage qui s'affiche sur votre écran ou alors dans le fil de discussion. Juste vraiment, ces retours, c'est toujours précieux pour nous améliorer pour nos prochains événements. Et puis pendant que vous répondez, on va ouvrir la session questions-réponses. Mais avant de vous donner effectivement la parole, j'aimerais revenir sur quelques questions dans le fil de discussion, donc qui ont reçu réponse de notre chatteuse Cathy, merci à elle, mais qui a priori ne sont pas tout à fait claires encore. Donc, à l'oral, ça marche toujours mieux. Donc, je vais reprendre, Pascal et Yann, si vous voulez bien, la question de SH, je ne sais pas comment le prononcer, donc qui travaille en libéral. Elle ou il cède 30% pour le centre médical et son chiffre d'affaires estimé à 197 000 € par an, y compris les 30% du centre médical. Alors, la personne souhaiterait savoir si l'URSSAF, les cotisations URSSAF sont calculées sur les 197 000 € ou sur ceux qui restent. Alors, j'avoue que la question n'est pas aisée parce que, notamment, je sais 30% pour le centre médical. Je vois pas trop ce qui se cache derrière pour le coup. Ce faisant, ça dépend aussi de son statut. S'il est en collaboration, s'il est dans une société, s'il est seul, etc. Et du coup, c'est un peu compliqué à répondre comme ça. Dans l'idée, je dirais que si le chiffre d'affaires est estimé à 197 000 € par an, incluant les 30%, c'est qu'effectivement, on devrait tenir compte des 197 000 € pour le coup. Mais pour avoir une réponse plus précise, je pense que la personne devrait se rapprocher de son URSSAF pour obtenir une réponse certifiée. Et moi, je pourrais rajouter que ces 30%, quand le bilan sera fait, ça peut être l'une des charges. Il y a si vous étiez seul et pas en cabinet, vous auriez à payer l'eau, l'électricité et ainsi de suite. Là, les 30% représentent
probablement, hein, de ce que je comprends de la question, des charges que vous rétrocédez, peut-être une secrétaire en commun ou des choses comme ça. Donc, effectivement, les cotisations sont calculées sur le revenu, sur le chiffre d'affaires, moins le revenu, moins les charges. Et si ces 30% sont des charges, quand le bilan sera fait, les cotisations sociales seront calculées sur ces 197, moins les 30%, moins les cotisations que vous allez payer à l'URSSAF. Et c'est le comptable qui fera ce bilan, ou vous peut-être grâce à un logiciel. Moi, ce que j'avais du mal à comprendre dans votre question, c'est qu'après, vous parlez de micro-BNC, ou ce n'est pas la même personne. Donc, C'est pas la même personne, mais c'est pas la même effectivement, c'est une personne. question sur laquelle je voulais revenir aussi, moi, pour le coup. Donc, effectivement, donc excusez-moi si c'était pas la même personne, mais est-ce que pour SH, c'est un peu plus clair sur quoi sont calculées les cotisations sociales? Donc, pour moi, les 30% dont vous parlez, c'est les charges qui sont liées au cabinet et qui sont tout autant que quelqu'un d'autre aurait l'électricité, l'eau séparée et la secrétaire qui serait des charges. Là, vous avez peut-être un pot commun et ces 30% du cabinet représentent vos charges. Après, vous aurez peut-être des charges liées à votre véhicule ou d'autres charges encore qui viendront en déduction, mais elles vont être déduites à un moment donné. Est-ce que c'est clair pour vous? Peut-être que SH n'est plus là. Du coup, on va peut-être continuer donc avec la question suivante, donc de Hélène. Donc, en fait, oui, je pense que c'était au niveau du simulateur, hein. Oui. Est-ce que on met le chiffre d'affaires complet ou est-ce qu'on fait l'abattement? Enfin, moi, c'est comme ça que je le comprends. Là-dessus, effectivement, Cathy, je l'en remercie, a très bien répondu. C'est qu'on ne peut pas déduire les charges, donc il n'y a qu'un abattement de 34% pour le chiffre d'affaires qui est retenu, et on peut apporter des précisions en bas sur le régime fiscal, et à ce moment-là, donc le simulateur sera adapté. Mais effectivement, moi, sur ce que je voulais revenir, c'est que dans le régime micro, donc on doit effectivement ne jamais dépasser 77 700 euros pendant l'année, sinon on repasse en régime réel. Et dans ce régime micro, effectivement, on ne déduit pas des charges et des cotisations sociales, on déduit un forfait, ce forfait correspondant à 34%. Donc effectivement, pour un revenu à 100 000 euros, on va appeler sur vos cotisations sur la base d'un revenu à 66 000 euros. Et j'en profite pour faire le lien aussi avec une deuxième question un petit peu plus bas sur le régime micro. Non, c'est pas uniquement quand on est en début d'activité qu'on peut être et c'était Morel. J'avais l'information que l'on pouvait être en micro BNC pendant 2 ans après début d'installation. Non, on peut y être tout autant d'années que vous le souhaitez, à partir du moment où on respecte la condition de ne pas avoir un chiffre d'affaires de plus de 77 700 euros. Je pense, Yann, que la confusion est peut-être, puisque pour rester dans ce régime micro, il ne faut pas dépasser ces 77 700 2 années consécutives. Donc, c'est pour ça qu'il y a peut-être la notion des 2 ans et oui, que automatiquement, il est fort probable que vous dépassiez ce seuil, mais il faut les dépasser 2 années consécutives. Hein. Si une année vous dépassez, l'année suivante pas, vous ne sortez pas du dispositif. Donc, si les 2 premières années vous dépassez, vous sortirez automatiquement la 3e année du dispositif. Mais si la première année, vous ne dépassez pas, que la seconde, vous dépassez et que la 3e, vous ne redépassez pas, ben, vous ne sortirez pas de ce dispositif. Effectivement, c'est juste le fait de dépasser 2 années consécutives. Donc, si la première et la seconde, vous dépassez, la 3e, vous en sortez. Et puis, donc, il y a une autre question de Morgane. Donc, je ne sais pas trop si c'est pour Céline ou Yann. Morgane, attention micro. Oui, je désactive. Voilà. Donc, Morgane a exercé en tant que salariée à l'hôpital jusqu'en mai 2024. Elle a débuté son activité en libéral en fin juin 2024 en tant que remplaçante. Si elle est en arrêt de travail, pardon.
Est-ce que son ancienne activité salariée va être prise en charge pour calculer ses IJ ou uniquement les 6 mois de libéral? Oui, alors effectivement, comme on a vu qu'il y avait 12 mois de carence pour les indemnités journalières en libéral, alors il peut y avoir dans certains cas de figure, effectivement, donc la prise en compte de l'activité précédente. Donc là, il faudrait effectivement prendre attache avec votre caisse primaire. Alors, il y a des conditions, notamment que l'activité précédente, effectivement, vous permette d'avoir une indemnisation et qu'il n'y ait pas d'interruption. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une petite interruption, mais en tout cas, n'hésitez pas à prendre attache avec votre caisse primaire pour faire une demande d'indemnisation au titre du régime précédent, voire effectivement, donc après, le service concerné va à ce moment-là reprendre contact avec vous pour s'ils ont besoin de plus d'informations. Mais en tout cas, c'est dans certains cas possible. Pour évaluer si les droits sont ouverts ou pas. Oui. Voilà. Si l'activité salariée permettait une indemnisation en cas d'arrêt maladie, effectivement, et qu'il n'y ait pas d'interruption, ça c'est, à ma connaissance, 2 conditions qui sont demandées. Mais voilà, là, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec la CPAM de votre département pour faire une demande d'indemnisation au titre du régime précédent, voir si le régime salarié peut intervenir du fait que votre régime libéral n'intervient pas encore. Parfait. Ben, on est arrivé à la fin du temps imparti. Donc, comme je ne vois pas d'autres questions, on va continuer. J'avais encore juste quelques précisions à vous donner, puisque en tant que médecin exerçant en libéral, vous n'êtes pas donc seul face à vos démarches URSSAF. Donc, l'URSSAF met à votre disposition un centre national dédié aux professionnels de santé. Donc, voilà, les fameux PAMC, les professionnels auxiliaires médicaux conventionnés. Et donc, c'est ce centre qui sera votre interlocuteur unique, que ce soit pour la gestion de votre compte, pour une demande précise ou un simple besoin d'information générale. Donc concrètement, ça signifie que vous allez pouvoir bénéficier d'un numéro de téléphone dédié, donc le 0806 804 209, donc c'est gratuit plus prix de l'appel et qui est donc bien réservé aux professionnels de santé. Vous bénéficiez aussi d'un conseiller personnalisé qui est spécialiste des spécificités des professionnels de santé, d'un chatbot également accessible en continu pour les questions les plus fréquentes, un live chat pour obtenir des réponses en direct qui sont adaptées à votre situation et également d'une adresse postale spécifique si vous avez besoin d'envoyer des documents papier. Ce centre dispose d'antennes en région, notamment au sein des URSSAF d'Alsace, de Champagne-Ardenne et de Lorraine. Donc, c'est pour ça qu'on avait aussi aujourd'hui parmi nous des personnes d'autres régions hors Grand Est, donc de Nice notamment. Et donc, vraiment, ces centres-là sont là pour vous simplifier la vie et vous permettre donc de vous concentrer sur l'essentiel, votre pratique médicale. Voilà. Tout ce qu'on avait à vous dire, on en a maintenant terminé. Donc, je tenais vraiment à vous remercier toutes et tous pour votre attention et votre participation. On espère que cette présentation aura répondu à vos attentes et puis surtout qu'elle vous sera utile dans la pratique quotidienne de votre activité. Donc, petit rappel encore pratique, le replay sera disponible d'ici quelques jours sur les chaînes YouTube des URSSAF Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine. Et donc, je l'ai remis dans le fil de discussion, mais je vous le reprécise à l'oral. Vous recevrez aussi prochainement par mail le lien pour télécharger l'intégralité du support de la présentation. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles webconférences et puis surtout vous souhaiter à toutes et tous une excellente après-midi.